Pendant que le monde fait la fête, 52 000 soldats soviétiques franchissent la frontière afghane dans ce qui ressemble à une opération militaire parfaite. Les chars avancent sans rencontrer de résistance, les hélicoptères sécurisent les cols de montagne et en à peine 43 minutes, des forces spéciales du KGB assassinent le dirigeant afghan dans son propre palais. À Moscou, on croit avoir exécuté un coup de maître qui garantira l'influence soviétique en Asie centrale. Mais ce qu'ils ignorent, c'est qu'ils viennent d'allumer la mèche qui finira par détruire l'Union soviétique. Ce n'est pas seulement l'histoire d'une invasion. C'est l'histoire d'une superpuissance nucléaire dotée de la plus grande armée du monde, humiliée par des paysans armés de fusils dépassés. C'est l'histoire d'un conflit qui devait durer 6 mois et qui s'est transformé en un cauchemar de 10 ans, coûtant plus d'1 million de vies. C'est l'histoire de l'erreur la plus catastrophique de la guerre froide, une erreur dont l'Union soviétique ne se relèverait jamais. Si tu veux comprendre comment un groupe de mollahs et de guérilleros inconnus a réussi l'impossible, comment la CIA et l'Arabie saoudite ont transformé l'Afghanistan en cimetière d'un empire, et comment cette guerre a engendré les forces qui finiraient ni par frapper les tours jumelles, alors abonne-toi tout de suite et active la cloche. Parce que ce que tu vas voir va changer à jamais ta compréhension du monde moderne. Voici l'histoire complète de la guerre impossible. Le Vietnam soviétique qui a fait s'effondrer un empire et a donné naissance au terrorisme global tel qu'on le connaît aujourd'hui. Bienvenue dans l'enfer gelé qu'a été l'Afghanistan. Afghanistan avant la tempête. Pour comprendre pourquoi l'Union soviétique a commis la plus grande erreur de son histoire, il faut d'abord saisir ce qu'était l'Afghanistan dans les années 1970. Ce pays montagneux n'était pas simplement une nation sous-développée de plus. C'était une croisée des chemins millénaires d'empire, un territoire où chaque montagne abritait une tribu différente et où chaque vallée parlait une autre langue. Après la Seconde Guerre mondiale, le roi Zahir Shah avait réussi à maintenir une stabilité fragile, avançant sur une ligne de crête entre les exigences de la modernisation et le conservatisme profondément enraciné de son peuple. En 1964, le roi franchit un pas audacieux vers la libéralisation en introduisant une constitution qui autorisait les partis politiques. Cette ouverture transforma immédiatement les universités de Kaboul en chaudrons bouillonnants, où l'on débattait avec fureur entre modérés, monarchistes, islamistes et communistes. Chaque camp portait sa vision de l'avenir de l'Afghanistan et aucun n'était prêt à céder. Les communistes, organisés au sein du Parti démocratique populaire d'Afghanistan, formaient un groupe singulier. Leurs dirigeants fondateurs, Hafizullah Amin, Babrak Karmal et Nour Mohammad Taraki, travaillaient étroitement avec le KGB et admiraient la transformation soviétique de l'Asie centrale. Mais leur soutien restait extrêmement limité, cantonné à quelques intellectuels urbains et à des officiers formés en Union soviétique. La population afghane, profondément religieuse et traditionnaliste, les regardait avec une méfiance intense. Pour aggraver encore les choses, les communistes se divisèrent eux-mêmes en 1967 selon des lignes ethniques et idéologiques. Taraki dirigeant une faction radicale, Karmal un courant plus modéré. Mais tous les Afghans instruits ne tournaient pas leurs yeux vers Moscou. Beaucoup se tournèrent vers l'islam politique, fondant des groupes comme le Jamiat-e-Islami, qui prêchait une forme conservatrice d'islam inspirée des frères musulmans égyptiens. Le roi Zahir, avec une habileté calculée,
encourageait ses activités islamiques comme contrepoids à l'influence marxiste, sans se douter qu'il semait les graines d'une résistance qui finirait par dévorer le pays. Officiellement, l'Afghanistan se déclarait non aligné dans la guerre froide, mais la réalité était bien plus complexe. Kaboul dépendait fortement de l'aide soviétique pour les infrastructures, même si des ingénieurs américains, allemands et d'autres pays y travaillaient aussi. Le chercheur américain Louis Dupré décrivit cette situation étrange. Les techniciens soviétiques vivaient dans de vastes hôtels avec piscines olympiques et théâtres privés, profitant d'un niveau de vie qu'ils n'auraient jamais connu chez eux. Comme leurs homologues américains, ils n'avaient jamais vécu aussi bien. Ce programme de modernisation fit émerger une petite classe moyenne urbaine dans des villes comme Kaboul, avec des femmes qui étudiaient à l'université et travaillaient dans l'administration. Mais les campagnes, où vivait l'écrasante majorité de la population, étaient un monde totalement différent. Les paysans acceptaient des infrastructures nouvelles, comme les routes, mais résistaient farouchement aux transformations sociales. Ce fossé entre une Kaboul cosmopolite et un Afghanistan rural conservateur deviendrait l'une des fractures qui finirait par déchirer le pays. En 1973, Mohammad Daoud Khan prend le pouvoir lors d'un coup d'État appuyé par l'armée. Au début, il travaille avec les communistes, mais les écarte rapidement et gouverne bientôt en homme fort autoritaire. Les islamistes s'opposent violemment à ces politiques progressistes et les services pakistanais, l'ISI, y voient une occasion en or. Ils commencent à leur fournir entraînement et armes. Après une attaque islamiste soutenue par l'ISIM en 1975, Daoud répond par une brutalité extrême, poussant des centaines d'islamistes à l'exil. Beaucoup fuient vers le Pakistan, où le gouvernement les laisse s'installer dans l'espoir d'en faire une épine dans le flanc de Kaboul. L'ancien étudiant en ingénierie Mohammad Ishaq se souvient de cette fuite dramatique à travers les montagnes. Nous avons participé à une opération dans la vallée du Panjshir en 1975 et nous avons été battus. Nous avons dû nous replier vers les montagnes et il faisait très sombre. Nous n'avions pas assez de vêtements parce que nous venions d'une région chaude. Nous ne pouvions pas nous réchauffer, mais nous ne pouvions pas non plus bouger à cause de l'ennemi. Sans le savoir, Daoud semait les graines d'une résistance qui finirait par dévorer non seulement son régime, mais aussi la superpuissance qui tenterait de le remplacer. Pendant ce temps, Daoud joue un dangereux jeu d'équilibriste, cherchant de l'aide auprès de plusieurs États. Il demande même aux États-Unis des renseignements sur les intentions soviétiques tout en signant des accords avec Moscou. Le dirigeant soviétique Léonid Brejnev le convoque à Moscou en avril 1977 pour exprimer son inquiétude. La présence de personnel de l'OTAN dans le nord de l'Afghanistan représente un risque de sécurité pour l'URSS. La réponse de Daoud est étonnamment audacieuse. L'Afghanistan est un pays libre et indépendant, et nous ne tolérerons pas que quiconque nous dise que nous avons le droit de laisser travailler pour nous. Cette défiance directe envers Moscou marque un tournant. Les Soviétiques, habitués à l'obéissance de leurs États satellites, font face à un dirigeant qui refuse d'être traité comme une marionnette. L'échiquier est prêt, les pièces en place, et en avril 1978, une étincelle en apparence minuscule va embraser un enfer qui consumera l'Afghanistan pendant des décennies. La révolution sanguinaire, le coup d'État communiste de 1978 avril 1978. Les funérailles d'un communiste afghan influent se transforment en manifestations massives dans les rues de Kaboul. Des milliers de personnes
défilent en scandant des slogans révolutionnaires, défiant ouvertement le gouvernement. Daoud, sentant le danger, répond par une répression brutale, ordonnant l'arrestation immédiate des dirigeants du PDPA, persuadé qu'en décapitant le mouvement, il écrasera la menace. Mais Daoud s'est terriblement trompé. Les communistes ne sont plus le groupe désorganisé des années précédentes, ils ont réuni des factions rivales, reçu l'appui du KGB et, surtout, infiltré méthodiquement l'armée. Des officiers communistes contrôlent désormais des unités clés et beaucoup de soldats sympathisent avec la cause révolutionnaire, ou, à tout le moins, haïssent assez le régime autoritaire de Daoud. Son gouvernement corrompu a perdu le soutien des classes moyennes urbaines qui, jadis, l'avaient porté. Le 27 avril 1978, les chars déferlent dans les rues. De Kaboul, tandis que des MiG soviétiques hurlent au-dessus de la ville, volant si bas que les vitres tremblent. Les troupes du PDPA, parfaitement coordonnées, marchent sur les centres de pouvoir. Les combats sont féroces. Daoud et ses partisans se retranchent dans le palais présidentiel, décidés à résister jusqu'au bout. Mais la résistance est vaine. Après des heures d'affrontement, les troupes du PDPA prennent le palais pièce par pièce. Lorsque la fumée se dissipe, Daoud gît mort, aux côtés de plus d'1 millier de ses partisans. La brutalité du coup d'État est un message limpide. Les communistes ne feront pas de prisonniers. Un Afghan de 15 ans se souvient de l'annonce de la révolution de Sor sur Radio Afghanistan. On entendait des chansons révolutionnaires et cette déclaration répétée « La révolution du 7 Sor a été victorieuse ». Les professeurs nous ont dit d'applaudir, puis ils nous ont renvoyés chez nous. Mon père m'a demandé pourquoi je rentrais si tôt. « Que Dieu nous bénisse », a-t-il dit. « L'avenir n'est pas bon. » Son père avait raison. L'avenir serait bien pire que tout ce que quiconque aurait pu imaginer. Le coup d'État prend de court, soviétique et américain. Chaque superpuissance soupçonne l'autre d'être derrière l'opération. Mais la vérité est plus simple. Les communistes afghans ont pris le pouvoir par eux-mêmes. Sous un conseil révolutionnaire dirigé par Taraki et Amin, ils mettent immédiatement en œuvre un programme radical qui va secouer les fondations de la société afghane. La réforme agraire est brutale. Expropriation forcée, redistribution aux paysans, démantèlement violent des structures tribales féodales. Ils proclament l'égalité des droits pour les femmes, leur permettant d'étudier, de travailler et de refuser les mariages arrangés. Pour les révolutionnaires urbains, ce sont des réformes progressistes. Pour l'immense majorité du peuple afghan, profondément conservateur et religieux, c'est une attaque directe contre tout ce qui est sacré. Le gouvernement réprime aussi impitoyablement toute opposition. Exécutions massives, tortures systématiques, emprisonnements aveugles. Les prisons se remplissent à une vitesse folle, les récits de torture se répandent dans tout le pays. Et la terreur devient l'instrument central du pouvoir. Officiellement, Taraki affirme que la nouvelle République démocratique restera non alignée. Mais peu de gens se laissent tromper par cette rhétorique. Le Pakistan, qui craint d'être encerclé par des ennemis avec l'Inde et l'URSS, voit le coup communiste comme une menace existentielle. L'Iran du Shah, l'Arabie saoudite et les États-Unis partagent cette inquiétude. Et les 3 pays commencent à soutenir, au Pakistan, l'entraînement de divers groupes islamistes afghans, les Moudjahidines, ceux qui luttent pour Dieu. L'Union soviétique, de son côté, accueille prudemment le nouvel Afghanistan communiste et accepte rapidement d'envoyer davantage de conseillers ainsi que 250 millions de dollars d'aide militaire. Mais les soviétiques s'inquiètent de plus en plus des agissements du PDPA.
le parti se vide de son sang dans des luttes internes, tandis que la faction radicale purge sans pitié ses propres rangs. Les nouveaux dirigeants se heurtent aussi à la réalité. Gouverner une population profondément religieuse, structurée par des traditions millénaires. Taraki reste inflexible. Ce sont des agents du colonialisme qui complotent sous le masque de la religion. Il faut les arracher comme une tumeur cancéreuse du corps d'un patient. Le PDP et lance alors une offensive totale contre l'islam traditionnel, arrêtant ou assassinant des mollahs et leurs familles. Cette répression religieuse s'avère être l'erreur la plus catastrophique du régime. Dans une société où l'identité islamique est plus fondamentale que l'identité nationale, où les mollahs sont respectés comme guides spirituels, cet assaut contre l'islam galvanise la résistance comme rien d'autre n'aurait pu le faire. La population se retourne massivement contre les communistes et les islamistes se présentent comme les sauveurs de l'islam et du peuple afghan. Des soulèvements locaux éclatent partout dans le pays. Les moudjahidines prennent le contrôle de vastes zones rurales. Le PDPA répond par encore plus de violence, tandis que la fracture entre Taraki et son protégé ambitieux, Amin, devient dangereusement profonde. Amin commence à consolider sa propre base de pouvoir, éliminant méthodiquement ses rivaux. Taraki voit le danger, mais sous-estime la cruauté de son ancien allié. Le contrôle du PDPA s'affaiblit encore en 1979. En février, des militants enlèvent l'ambassadeur américain Adolph Dubs. Les forces afghanes, avec l'implication du KGB, tentent un sauvetage, mal conduit. Dubs est tué lors de l'échange de tirs et les États-Unis interrompent immédiatement tout leur programme d'aide. La perte est symboliquement dévastatrice. Mais le véritable cataclysme survient en mars avec l'insurrection de Hérat. Ce qui commence comme des protestations se transforme en révolte massive lorsqu'une division entière de l'armée se mutine. Kaboul envoie des renforts, mais la situation échappe totalement à tout contrôle. Les manifestants traquent systématiquement toute personne liée au PDPA. Pourtant, ce qui horrifie réellement Kaboul et Moscou, c'est lorsque les foules se mettent à lyncher brutalement des conseillers civils soviétiques et leurs familles. Hommes, femmes et enfants soviétiques sont tués dans les rues. Le message est clair. Les Afghans ne voient même pas les Soviétiques comme des frères socialistes, mais comme des envahisseurs étrangers. Le gouvernement finit par étouffer le soulèvement, mais le coût est monstrueux. Entre 3 000 et 25 000 morts. Des villages entiers sont rasés. Une autre révolte à Kunar se termine par 640 morts à Kerala. Un massacre dont le jeune Mohamed Ashok, 16 ans, est témoin. Mon père m'a dit de courir, et j'ai couru vers la mosquée. Derrière moi, j'ai entendu des tirs. Depuis la mosquée, j'ai vu des soldats emmener d'autres hommes dans un autre champ et les abattre. Un Taraki désespéré supplie Moscou d'intervenir directement. Presque personne ne soutient le gouvernement, admet-il à des responsables soviétiques. À Kaboul, nous n'avons pas d'ouvriers, seulement des artisans. Si Hérat tombe, la révolution est condamnée. Des soulèvements ont surgi dans tout le pays, et l'armée est trop petite pour pacifier les insurgés partout. Le Politburo est consterné. On leur a tout donné, et qu'est-ce que ça a produit? Rien de valable. Ils ont exécuté des innocents sans raison. Puis ils nous ont dit que, nous aussi, à l'époque de Lénine, on exécutait des gens. Vous voyez quel genre de marxiste on a trouvé? Cette frustration marque un tournant décisif. Moscou commence à envisager sérieusement une intervention militaire, même si tout le monde n'est pas d'accord
avec cette option extrême. Le débat à Moscou. Envahir ou ne pas envahir? Dans les couloirs du Kremlin, le débat sur l'Afghanistan s'intensifie au printemps et à l'été 1979. Yuri Andropov, chef du KGB et l'un des hommes les plus puissants de l'Union soviétique, devient l'un des principaux sceptiques face à une intervention militaire. Ses arguments sont persuasifs et, avec le recul, presque prophétiques. L'Afghanistan est trop sous-développé pour régler ses problèmes par le socialisme. La société afghane, encore profondément tribale et féodale, ne possède pas la classe ouvrière urbaine que la théorie marxiste considère comme indispensable à une révolution socialiste réussie. Ce n'est que par la force que l'URSS pourrait empêcher une contre-révolution là-bas, avertit Andropov, un risque que je déconseille fortement de prendre. Mais après l'insurrection de Herat, la dynamique commence à changer. Amin devient Premier ministre, consolidant encore son pouvoir. Même si lui et Taraki restent en conflit, ils continuent tous deux de réclamer davantage d'aide soviétique. Moscou répond avec une réticence notable, acceptant d'envoyer plus d'équipements militaires, dont des chars T-62 et des hélicoptères Mi-24A, ainsi que davantage de conseillers militaires. Mais ils refusent encore catégoriquement d'envoyer des troupes de combat. Cette présence soviétique limitée ne passe pas inaperçue auprès des Moudjahidines. Les Russes participent désormais à la guerre afghane, déclare un commandant rebelle, et dans le Panjshir, à Paktia, et aussi dans des zones de Kunar, certains conseillers russes ont été tués. Les Soviétiques sont de plus en plus convaincus qu'Amin est le problème central. Ils le tiennent responsable des massacres et des échecs politiques, et se méfient profondément de lui, parce qu'il a étudié aux États-Unis. Pour des dirigeants soviétiques paranoïaques, formés par la guerre froide, tout lien avec l'Amérique est suspect. En septembre 1979, ils indiquent à Taraki qu'Amin doit être écarté. Taraki, appuyé par Moscou, tente de capturer et probablement d'éliminer Amin. Mais Amin, toujours rusé et obsédé par la suspicion, découvre le complot à temps, échappe au piège et contre-attaque avec sa brutalité habituelle. Il ordonne l'assassinat de Taraki, étouffé avec un oreiller dans une scène digne d'une tragédie shakespearienne. Amin prend alors le contrôle total du pays. L'insurrection gagne rapidement en puissance. 40% de l'armée afghane déserte, ne laissant qu'environ 60 000 hommes mal entraînés. Dans le même temps, près de 40 000 combattants rejoignent les Moudjahidines. Les insurgés contrôlent totalement 4 provinces et les campagnes dans une douzaine d'autres. Le gouvernement communiste ne tient guère plus que les grandes villes, et même là, son pouvoir reste précaire. Amin, désespéré et conscient de son isolement, commence à chercher un appui à l'Ouest. Il contacte les États-Unis et le Royaume-Uni en affirmant vouloir approfondir les liens, même si les deux pays se méfient de ses intentions. Ce geste attise encore les inquiétudes soviétiques. Le KGB, fidèle à sa paranoïa, va même jusqu'à soupçonner à tort qu'Amin pourrait être un agent de la CIA. La situation se dégrade si vite que le Politburo envoie davantage d'officiers pour entraîner les troupes afghanes. Un bataillon aéroporté supplémentaire à l'aérodrome de Bagram et des troupes à Kaboul, officiellement pour assurer la protection. Début décembre, même Andropov, le sceptique, commence à pencher pour l'intervention. Une opération militaire nous permettrait de trancher la question de la défense des acquis de la Révolution d'avril, argumente-t-il, d'établir des principes léninistes dans la direction de l'Afghanistan et de sécuriser nos positions dans ce pays.
Le 12 décembre 1979, le Politburo décide secrètement d'un changement de régime. Amin sera renversé et remplacé par le communiste afghan modéré Babrak Karmal. Pour aider le nouveau gouvernement, ils mèneront aussi un déploiement militaire limité contre les islamistes et contre une possible intervention iranienne ou pakistanaise. Lors de la réunion décisive, le chef d'état-major général soviétique, Nikolaï Ogarkov, met en garde avec véhémence contre l'invasion. « Nous aliénerons tout l'Orient musulman et nous subirons des dommages politiques à l'échelle mondiale », prévient-il. Mais Andropov, désormais solidement dans le camp des Amiom, interventionniste, l'interrompt sèchement. « Concentrez-vous sur les questions militaires. Laissez les décisions politiques à nous, au parti, et à Léonid Ilitch Brejnev. » Le ministre de la Défense Dmitri Oustinov donne des ordres verbaux pour préparer une force d'invasion. Les dés sont jetés. L'Union soviétique a décidé d'intervenir militairement en Afghanistan. Ce qui suit sera l'une des opérations les plus audacieuses de l'ère soviétique, mais aussi le début de l'erreur la plus catastrophique de l'histoire de l'URSS. Les planificateurs conçoivent une opération mêlant assaut aéroporté, invasion terrestre conventionnelle et action de force spéciale. Ils croient que 6 mois suffiront. Ils se trompent à un point difficile à imaginer. L'invasion parfaite. Opération Tempête, 333. L'invasion sera menée par la toute nouvelle 40, armée soviétique, une force redoutable comprenant 2 divisions de fusiliers motorisés et un régiment d'assaut aéroporté, soit environ 52 000 hommes. C'est une fraction de la puissance militaire totale de l'Union soviétique. Mais les planificateurs sont convaincus que ce sera largement suffisant pour une opération censée ne durer que 6 mois. En parallèle, l'opération Baïkal 79 transportera par voie aérienne vers Kaboul et Bagram une division aéroportée plus un régiment supplémentaire. Ces 7700 hommes, accompagnés de 894 véhicules et de 1062 tonnes de munitions, arriveront dès la première vague. Environ 2000 hommes sont déjà sur place, suite à des déploiements antérieurs. L'incursion de l'armée rouge est pensée comme une démonstration de force limitée, l'idée étant que le nouveau gouvernement afghan mènera l'essentiel des combats. C'est un plan qui paraît logique sur le papier, mais qui ignore complètement la réalité du terrain. L'ambassadeur soviétique Fikriyat Tabeyev annonce à Amin le 22 décembre que l'URSS enverra officiellement des troupes dans les jours à venir. Amin accueille la nouvelle avec enthousiasme. Il a déjà demandé des troupes soviétiques à 4 reprises, sans réaliser une seconde qu'elles viennent pour le tuer. Le camarade Staline nous a montré comment construire le socialisme dans un pays arriéré, déclare-t-il avec une confiance aveugle. Au début, c'est douloureux, mais ensuite, tout se met en place. La force soviétique entrera en Afghanistan par le nord-ouest et le nord-est, progressant le long de la route circulaire reliant les principales villes, une route ironiquement construite des années plus tôt par les États-Unis et l'URSS. Le 25 décembre, les premières troupes soviétiques franchissent la frontière. Une manœuvre en tenaille sécurise Mazar-i-Sharif et Kunduz, puis avance vers Kaboul. Des hélicoptères Mi-24 escortent les troupes au sol et déposent des éléments avancés pour sécuriser le tunnel crucial du col de Salang. L'autre groupe soviétique se met en mouvement le 27 décembre, progressant via Herat, Shindand puis Kandahar. L'opération conventionnelle se déroule sans accroc, avec une résistance minimale. Mais ce n'est pas tout ce qui se joue ce jour-là à Kaboul. Depuis des semaines, des forces spéciales soviétiques se rassemblent dans la capitale, se préparant à éliminer Amin.
le colonel du GRU Vassili Kolesnik, pilote le plan d'opération spécial, le plus audacieux de l'ère soviétique. Le bataillon musulman du renseignement militaire soviétique a été transporté à Kaboul le 10 décembre, officiellement pour protéger Amin. S'y ajoutent 2 équipes du KGB, Zénith et Grom, ainsi qu'une compagnie de troupes d'assaut aéroportées, soit environ 560 hommes au total. Ils sont en grande partie originaires des républiques soviétiques d'Asie centrale, afin de paraître plus familiers aux habitants, et portent des uniformes afghans pour se fondre dans les troupes gouvernementales. Le plan initial doit être remanié après le déménagement d'Amin au palais de Tajbeg le 16 décembre. Tajbeg est une noix particulièrement dure, perchée sur une colline entourée d'un terrain miné avec des casernes afghanes et 3 chars T, 54 retranchés à proximité. D'autres troupes afghanes, avec chars et canons anti-aériens, se trouvent dans les environs, portant à 2500 le nombre d'hommes défendant le palais. La force d'assaut soviétique est divisée en 12 groupes de combat. Le BG-1 neutralisera les chars retranchés. Le BG-2 est la force principale. Avec 6 véhicules de combat d'infanterie, BMP, il attaquera le palais par la route principale. Le BG-3 contournera le palais par l'ouest. Les autres groupes immobiliseront les troupes afghanes, élimineront les canons anti-aériens et fourniront l'appui-feu, notamment avec 4 Su-23 Katrashilka, des systèmes anti-aériens automoteurs qui, cette fois, seront utilisés contre des cibles terrestres avec des effets dévastateurs. L'opération Tempête 333 commence le 27 décembre. Et Amin croit encore que les Soviétiques sont de son côté. Les divisions soviétiques sont déjà en route. Les parachutistes ont atterri à Kaboul. Tout va bien. Je suis constamment au téléphone avec le camarade Gromyko et nous discutons de la meilleure manière d'informer le monde de cette assistance militaire soviétique. Juste après ce discours, le KGB tente de l'empoisonner avec du cola mélangé à des toxines. Amin survit, mais il est gravement affaibli. Pendant ce temps, des équipes soviétiques lancent des opérations de sabotage dans toute la ville pour semer la confusion. Des conseillers soviétiques neutralisent les batteries des chars, des agents du KGB paralysent le réseau téléphonique et d'autres unités s'emparent rapidement de bâtiments gouvernementaux et d'infrastructures clés. Le colonel Yevgeny Tchernychov note dans son journal « On pouvait suivre le déplacement du convoi des parachutistes dans la ville au son des tirs. À mesure que nos unités approchèrent des objectifs, des échanges de coups de feu éclataient et des traçantes zébraient le ciel. Les gardes afghans étaient prêts à se défendre. Au palais, la force de Kolesnik rencontre des difficultés. Les forces afghanes sont en alerte après l'échec de l'empoisonnement. Le BG-1 engage le combat, mais les tirs déclenchent une alerte générale des forces de la RDA à 19h15, ce qui pousse Kolesnik à ordonner l'assaut général avec appui-feu. Les Afghans détruisent plusieurs BMP du BG-2, obligeant les soldats de l'armée rouge à continuer à pied. Ils atteignent le palais à 19h40 et prennent d'assaut le rez-de-chaussée, où commence une lutte féroce, pièce par pièce. Le BG-3 subit des pertes en approchant de l'autre côté du palais, mais finit par atteindre le bâtiment sous la couverture des Shilka, dont les canons de 23 mm pulvérisent les défenses afghanes. D'autres groupes immobilisent avec succès les unités afghanes à l'extérieur, et 2 groupes aident le BG-1 bloqué à éliminer les chars retranchés. Le colonel Vijay Salkin se souvient de l'assaut. D'abord, des unités spéciales du KGB ont pris d'assaut le palais. Ensuite, les troupes Spetsnaz ont suivi, en hurlant à plein poumon,
surtout des obscénités. Le combat à l'intérieur du palais est devenu immédiatement féroce et sans pitié. Si personne ne sortait d'une pièce les mains en l'air, on enfonçait la porte, on jetait des grenades, puis les assaillants ouvraient le feu à l'arme automatique, sans distinction. Le BG2 et le BG3 atteignent l'étage supérieur, réduits à seulement 50 hommes. Ils abattent la plupart des gardes du corps d'Amin et finissent par retrouver et tuer Amin, ainsi que ses 2 fils. L'opération entière dure 43 minutes d'une violence concentrée et brutale. Au moins 9 soldats soviétiques meurent. Certaines sources évoquent jusqu'à 100 et 69 sont grièvement blessés. Environ 200 Afghans sont tués et des centaines faits prisonniers. La hiérarchie soviétique décore presque tous les participants, y compris Kolesnik, nommé héros de l'Union soviétique. L'opération Tempête 333 devient un cas d'école à l'Académie des officiers aéroportés de Russie, célébré comme un hybride réussi d'assaut, de sabotage et de subversion. Le lendemain, le 28 décembre, Karmal arrive à Kaboul et promet au public qu'il mettra fin aux tortures et aux exécutions. Beaucoup d'Afghans ne croient pas à ces garanties et 430 000 fuient vers le Pakistan en janvier 1980. En 72 heures, l'URSS a installé un nouveau dirigeant afghan, alors même que les plans n'avaient été élaborés que quelques semaines plus tôt. La question qui hantera les historiens pendant des décennies est simple. Pourquoi? La logique de la folie. Pourquoi ont-ils envahi? L'opération Baïkal 79 était un pari colossal. L'Afghanistan avait un passé instable et l'URSS n'était pas prête, militairement, économiquement, ni politiquement, à construire une nation. Les Soviétiques manquaient d'expérience locale, de compétences linguistiques, et il n'est toujours pas clair à quel point ils contrôlaient réellement le PDPA après l'invasion. Les dirigeants soviétiques savaient que cela abîmerait leur image d'alliés des mouvements anticoloniaux. Le ministre des Affaires étrangères, Andreï Gromyko, l'a clairement exprimé lors d'une réunion en mars. Contre qui l'armée soviétique va-t-elle se battre? Contre le peuple afghan avant tout. Et il faudra tirer sur eux. Tout ce que nous avons construit ces dernières années, en matière de détente, de contrôle des armements, tout cela sera rejeté. Ce sera un beau cadeau pour la Chine. Tous les pays non alignés seront contre nous. Et pourtant, malgré ces avertissements, ils ont envahi. Pourquoi? Les Soviétiques avaient des raisons d'être confiants, en se basant sur des expériences précédentes. Ils étaient intervenus avec succès en Tchécoslovaquie en 1968, écrasant le printemps de Prague en quelques jours. Ils avaient soutenu le régime communiste en Éthiopie depuis 1974 et en Angola depuis 1975. En Angola, les communistes locaux avaient joué le rôle d'un parti d'avant-garde conduisant la révolution, exactement le modèle que Moscou espérait voir le PDPA reproduire. Certains historiens pointent l'influence de responsables comme l'ambassadeur en Afghanistan, Alexandre Pouzanov, et le lieutenant-général du KGB Boris Ivanov, tous deux en poste depuis longtemps dans le pays et plaidant fortement pour l'intervention. Pouzanov était un proche de Taraki et aurait pu influencer Andropov, d'abord sceptique face à l'idée d'une invasion. Ce qui est certain, c'est que la prise de pouvoir d'Amin a fait pencher la balance. Moscou conclut qu'il n'était pas loyal envers l'Union soviétique et qu'il comptait s'éloigner de l'URSS. Ces tentatives de rapprochement avec les États-Unis et le Royaume-Uni, même rejetées, confirmèrent les pires craintes soviétiques. L'idée que l'Afghanistan puisse basculer, même indirectement, sous influence occidentale,
était inacceptable pour Moscou. Au final, la peur, typique de la guerre froide, de perdre l'Afghanistan, l'a emporté sur les risques. Les Soviétiques se persuadent qu'une démonstration rapide de force stabilisera la situation, permettra à Karmal de consolider le pouvoir et qu'en 6 mois, les troupes pourront se retirer en laissant un Afghanistan solidement ancré dans l'orbite soviétique. C'était une illusion catastrophique. L'invasion reposait sur des hypothèses fondamentalement erronées, que le peuple afghan accepterait passivement l'intervention étrangère d'une puissance athée, que le PDPA pourrait gouverner efficacement le pays, que la résistance islamique n'était qu'un phénomène marginal, supprimable par une supériorité militaire écrasante, et que la communauté internationale protesterait puis finirait par s'accommoder du fait accompli. Toutes ces hypothèses allaient se révéler spectaculairement fausses. La décision reflétait aussi des problèmes plus profonds du système soviétique. Le Politburo était un groupe d'hommes âgés, de plus en plus déconnectés des réalités du terrain, prenant des décisions dictées par l'idéologie plutôt que par une analyse lucide. Brejnev, malade et mentalement affaibli, se laissait facilement influencer par des durs comme Oustinov. Les voix modérées furent étouffées ou ignorées. Il y avait aussi une dimension de prestige national et d'orgueil impérial. L'Union soviétique se voyait comme une superpuissance en pleine ascension, étendant son influence, tandis que les États-Unis vacillaient après le Vietnam et le Watergate. Laisser l'Afghanistan se perdre aurait été perçu comme une humiliation inacceptable, un signe de faiblesse susceptible d'encourager d'autres défis ailleurs. Ironie tragique, l'invasion destinée à projeter la force soviétique révélerait des faiblesses fondamentales qui contribueraient à l'effondrement final de l'Union soviétique elle-même. La réaction mondiale, l'isolement soviétique. Comme Gromyko l'avait redouté, le pari afghan de Moscou déclenche une vague de réactions internationales dévastatrices. Les États-Unis et le Royaume-Uni s'inquiètent d'un contrôle soviétique sur l'Afghanistan, craignant qu'il ne s'agisse que d'un premier pas vers le golfe Persique et ses champs pétrolifères vitaux. Le président Jimmy Carter annonce que l'expansionnisme soviétique doit être stoppé. L'Union soviétique devra répondre à des questions fondamentales, déclare-t-il dans une allocution télévisée. Aidera-t-elle à promouvoir un environnement international plus stable ou continuera-t-elle d'étendre sa puissance militaire bien au-delà de ses besoins réels de sécurité et d'utiliser cette puissance pour une conquête coloniale? L'Union soviétique doit comprendre que sa décision d'employer la force militaire en Afghanistan sera coûteuse pour chaque relation politique et économique qu'elle estime. Au sein de l'administration Carter, certains espèrent que le conflit deviendra un Vietnam soviétique. Le conseiller à la sécurité nationale Zbigniew Brzezinski craint que les Moudjahidines soient trop faibles et trop désorganisés, sans soutien étranger comparable à celui dont avait bénéficié le Vietnam du Nord. Il pense aussi que les Soviétiques agiront avec plus de détermination que les États-Unis au Vietnam, sans les contraintes d'une presse libre et d'une opinion publique bruyante. Les États-Unis décident d'augmenter le soutien financier et militaire aux Moudjahidines et encouragent la Chine ainsi que des pays musulmans à les aider. Mais le changement majeur concerne la politique américaine envers le Pakistan. Comme le résume Brzezinski, nous devons à la fois rassurer le Pakistan et l'encourager à aider les rebelles. Cela exigera une révision de notre politique. Plus de garanties, plus d'aide en armement et, malheureusement, une décision selon laquelle notre politique de sécurité envers le Pakistan ne peut pas être dictée par notre politique de non-prolifération. À partir de là, les États-Unis se rapprochent nettement
du Pakistan et ferme les yeux sur le nucléaire et sur les questions démocratiques. C'est un pacte faustien qui renforcera des dictatures militaires au Pakistan et permettra l'essor de son programme nucléaire. L'agent de la CIA Howard Hart plaide pour que l'aide aux Moudjahidines s'étende aux armes. Les Pakistanais renforcent aussi leur coopération avec l'Arabie saoudite. Le chef du renseignement saoudien, Turki al-Faisal, voit dans le Pakistan la meilleure option pour maintenir les Soviétiques hors du Moyen-Orient et il fournit bientôt à l'ISI des fonds équivalents aux contributions américaines. Cette alliance entre les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Pakistan devient l'épine dorsale du soutien aux Moudjahidines, faisant transiter des milliards de dollars d'armes et de fournitures au cours de la décennie suivante. L'Assemblée générale des Nations unies condamne l'invasion soviétique à une majorité écrasante. De nombreux États membres, marqués par un passé colonial, sont mal à l'aise face à une grande puissance envahissant un pays qui se disait non aligné et anti-impérialiste. L'URSS, qui s'était posée en championne des mouvements de libération nationale, se retrouve désormais dans la position de puissance coloniale envahissante. Le monde musulman réagit avec une indignation particulière. L'organisation de la conférence islamique condamne l'invasion. Même des pays traditionnellement amicaux envers l'URSS expriment leurs inquiétudes. L'invasion d'un pays musulman par une puissance athée offre aux groupes islamistes du monde entier un puissant symbole de ralliement. La Chine dénonce l'invasion et commence à fournir une aide aux Moudjahidines via le Pakistan. Pour Pékin, l'Afghanistan représente une occasion parfaite de saigner son rival soviétique sans risquer une confrontation directe. Même des alliés soviétiques comme l'Inde expriment discrètement leurs réserves tout en restant publiquement neutres. Peut-être plus dommageable encore, l'impact sur la détente avec l'Occident. Les traités de contrôle des armements sont gelés. Le Sénat américain refuse de ratifier le traité SALT II qui aurait limité les armes nucléaires. Carter annonce le boycott des Jeux olympiques de Moscou de 1980, suivi par des dizaines de pays. Les échanges culturels et scientifiques sont suspendus. L'invasion dynamise aussi les conservateurs occidentaux. Ronald Reagan, bientôt élu président des États-Unis, utilisera l'Afghanistan comme preuve de la menace soviétique persistante, justifiant une hausse massive des dépenses de défense américaines. En quelques semaines, l'Union soviétique passe du statut de superpuissance responsable à celui d'empire expansionniste agressif. Le coût politique et diplomatique est immense. Mais ce n'est que le début. Le véritable prix se paiera en sang, dans les montagnes et les déserts afghans, pendant la décennie suivante. Le commencement de la fin. Les premiers mois de guerre. Les troupes soviétiques ont marché vers une guerre plus longue, plus coûteuse et plus sanglante que ce que quiconque avait imaginé. Les premiers mois de 1980 semblent d'abord confirmer l'optimisme initial de Moscou. Les forces soviétiques, grâce à un armement supérieur et à la puissance aérienne, contrôlent facilement les grandes villes et les routes qui les relient. Mais les campagnes racontent une autre histoire. Les Moudjahidines, fragmentés en dizaines de groupes selon des loyautés tribales, ethniques et idéologiques, s'adaptent rapidement aux tactiques soviétiques. Ils évitent les affrontements directs où la supériorité soviétique en blindés et en artillerie serait décisive. À la place, ils recourent aux embuscades, aux coups de main et à la guérilla classique qui hante les envahisseurs dans ces montagnes depuis des siècles. Les montagnes d'Afghanistan, avec leurs innombrables vallées et passages, offrent un refuge idéal.
Les Moudjahidines connaissent chaque sentier, chaque grotte, chaque village. Les Soviétiques, eux, sont cloués aux routes, dépendant de véhicules lourds et de lignes de ravitaillement vulnérables. Les hélicoptères Mi-24, d'abord, dévastateurs contre un ennemi sans défense anti-aérienne, deviennent des cibles. Les Moudjahidines apprennent à tendre des embuscades dans des gorges étroites où les hélicoptères manœuvrent mal. Des fusils anti-blindage lourds, pourtant obsolètes depuis la Seconde Guerre mondiale, peuvent abattre un hélicoptère sur un tir chanceux. Les opérations soviétiques suivent un schéma aussi prévisible que frustrant. Les renseignements signalent une concentration de Moudjahidines dans une vallée. Les forces soviétiques et afghanes avancent, précédées de bombardements aériens et d'artillerie. Les Moudjahidines, avertis par des guetteurs ou des sympathisants au sein du pouvoir, se replient dans les montagnes. Les Soviétiques occupent la vallée, déclarent la victoire, puis se retirent. Les Moudjahidines reviennent aussitôt. C'est une stratégie de contre-insurrection fondamentalement défaillante. Elle ne peut pas gagner. Les Soviétiques n'ont pas assez de troupes pour tenir le territoire conquis. L'armée afghane, censée assurer l'essentiel des combats, s'effondre. Les désertions continuent en masse. Des unités entières se mutinent. Certains soldats afghans rejoignent activement les Moudjahidines, emportant avec eux armes et véhicules soviétiques. Karmal, le dirigeant installé par Moscou, se révèle presque aussi inefficace qu'Amin. Il n'arrive pas à unir les factions du PDPA. Son gouvernement, perçu comme une marionnette soviétique, manque de légitimité. La répression continue, nourrissant encore davantage la résistance. La violence s'intensifie dramatiquement. Frustrés de ne pas pouvoir distinguer civils et combattants, les Soviétiques commencent à traiter des villages entiers comme hostiles. Ils bombardent des localités soupçonnées d'abriter des Moudjahidines. Ils détruisent des systèmes d'irrigation et des champs cultivés pour priver les rebelles de ressources. Ils posent des mines à grande échelle, y compris des mines conçues pour mutiler plutôt que tuer, afin de maximiser la terreur. Les Moudjahidines répliquent avec leur propre brutalité. Torture et exécution de prisonniers, assassinats d'enseignants et de fonctionnaires. La guerre devient de plus en plus sauvage, un cycle de vengeance sans fin. Les réfugiés continuent de fuir en nombre vertigineux. Fin 1980, plus d'1 million d'Afghans se trouvent dans des camps au Pakistan, avec des centaines de milliers d'autres en Iran. Ces camps deviennent des centres de recrutement pour les Moudjahidines. Des jeunes, radicalisés par les récits d'atrocités soviétiques, s'engagent dans le djihad. L'ISI pakistanais contrôle de plus en plus la distribution des armes et des fonds, favorisant les groupes islamistes radicaux plutôt que les modérés. Cette politique, soutenue par l'Arabie saoudite et les États-Unis, renforcera les factions les plus extrémistes, avec des conséquences qui résonneront pendant des décennies. À Moscou, les premiers rapports inquiétants commencent à arriver. Les pertes soviétiques, encore relativement faibles, augmentent toutefois de façon régulière. Des cercueils de zinc contenant les corps des soldats reviennent au pays en nombre croissant. Le gouvernement censure strictement les informations sur la guerre, mais les rumeurs se propagent malgré tout. Les soldats soviétiques de retour d'Afghanistan racontent des histoires qui contredisent la propagande officielle d'une aide fraternelle. Ils parlent de combats acharnés, d'embuscades mortelles, de camarades tués ou mutilés. Ils parlent d'un ennemi partout et nulle part, qui frappe puis disparaît comme un fantôme. Le moral commence à s'effondrer.
Les jeunes conscrits envoyés en Afghanistan se demandent pourquoi ils se battent et meurent dans un pays étranger pour un gouvernement que même ses propres citoyens ne soutiennent pas. Mais le Politburo, enfermé dans l'idéologie et l'orgueil, ne peut pas admettre l'erreur. Se retirer, ce serait reconnaître la défaite, afficher une faiblesse face aux États-Unis et à la Chine, risquer de déstabiliser toute la sphère d'influence soviétique. Alors, ils continuent à escalader. Plus de troupes, plus d'armes, plus de ressources, dans ce qui devient clairement un marécage sans fond. En 1981, la force soviétique en Afghanistan dépasse 100 000 hommes. Ce ne sera pas suffisant. Ce ne le sera jamais. Parce qu'ils ne se battent pas seulement contre des combattants moudjahidines, mais contre tout un peuple, contre des siècles de résistance à l'envahisseur, contre le terrain lui-même qui favorise le défenseur plutôt que l'attaquant. La guerre qui devait durer 6 mois durera 10 années sanglantes. Elle coûtera la vie à plus de 15 000 soldats soviétiques et en blessera des dizaines de milliers. Elle tuera plus d'1 million d'Afghans. Elle créera une génération de combattants islamistes radicalisés qui formeront plus tard des groupes comme Al-Qaïda et les talibans. Et elle contribuera de manière significative à l'effondrement de l'Union soviétique. Le coût économique de la guerre, combiné à la démoralisation sociale et à la perte de prestige international, érodera les fondations du système soviétique. Lorsque Mikhaïl Gorbatchev ordonnera finalement le retrait en 1989, il sera trop tard. Le mal est fait. L'invasion de l'Afghanistan en 1979 fut l'erreur qui a détruit l'Union soviétique. Ce fut le Vietnam soviétique, mais en pire, parce qu'à la différence des États-Unis, l'URSS n'a pas survécu à sa défaite. Conclusion. Nous avons voyagé depuis les universités de Kaboul, où communistes et islamistes débattèrent de l'avenir, jusqu'au palais de Moscou, où des hommes âgés ont pris des décisions qui tueraient des millions, et jusqu'aux vallées montagneuses où se jouerait une guerre impossible. L'histoire de l'invasion soviétique de l'Afghanistan est une tragédie faite d'erreurs de calcul, d'arrogance impériale et de conséquences inattendues. Elle rappelle que la puissance militaire, aussi impressionnante soit-elle, ne peut pas soumettre un peuple déterminé à résister. Elle enseigne que l'intervention étrangère dans des sociétés complexes atteint rarement ses objectifs. Mais c'est aussi un avertissement sur la manière dont des superpuissances, enfermées dans leur rivalité de guerre froide, ont transformé un conflit local en catastrophe mondiale. Les États-Unis, l'Arabie saoudite et le Pakistan, dans leur désir de vaincre l'Union soviétique, ont armé et financé des islamistes radicaux qui finiraient par se retourner contre leurs bienfaiteurs. L'Afghanistan ne s'est jamais complètement remis de cette guerre. Les moudjahidines victorieux se sont entretués dans une guerre civile brutale. Les talibans sont sortis de ce chaos, imposant un régime encore plus répressif. Et en 2001, les États-Unis envahiraient à leur tour l'Afghanistan, déclenchant leur propre guerre de 20 ans, qui se terminerait elle aussi par un échec. Le cycle de violence, entamé en décembre 1979, se poursuit encore aujourd'hui. Si tu as aimé cette analyse approfondie de l'un des événements les plus importants du XXe siècle, abonne-toi pour d'autres histoires qui ont changé le monde. Laisse un like si tu as appris quelque chose de nouveau. Et partage cette vidéo pour que davantage de personnes comprennent comment une erreur commise il y a plus de 40 ans continue de façonner notre monde. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et les leçons de l'Afghanistan en 1979 restent pertinentes dans notre époque,
où les grandes puissances continuent d'intervenir dans des conflits qu'elles ne comprennent pas vraiment, avec des conséquences qu'elles ne peuvent pas prévoir. Merci d'être resté jusqu'au bout. On se retrouve dans la prochaine vidéo.